Alors, on va y aller avec la table ronde. Je vais tout d'abord vous présenter notre conférencier, en fait, qui va vous faire un témoignage, Byron Taylor Conboy, qui est un jeune homme qui a souffert lui-même d'anorexie, qui s'est fait traiter à Douglas et qui, à Montréal, et qui maintenant vit en Colombie-Britannique, qui en a profité pour venir voir sa famille et pour témoigner devant nous aujourd'hui. Donc, grand merci d'être venu. Donc, et suite à son témoignage, on va donc entendre les panélistes de notre table ronde. Je vais leur laisser le soin de se présenter, dans quelle clinique, etc. vous travaillez. Juste vous dire que, bon, docteur Olivier Jamoul de Sainte-Justine espérait profiter du fait qu'on était supposé d'être au HEC qui est en face de Sainte-Justine. Et comme il est de garde cette semaine, il profitait du fait que c'était pas loin pour pouvoir venir entre deux patients. Là, c'était pas possible compte tenu qu'on est à Laval. Par contre, Dominique Meilleur, qui a aussi une expérience clinique à Sainte-Justine, pourra intervenir si jamais il y a lieu. Donc, elle pourra un peu prendre sa place. Donc, sinon, on a donc Nathalie Saint-Amour de la clinique Saint-Amour, qui est infirmière. Raphaël Ferland-Véry, qui est en clinique privée nutritionniste. Docteur Stéphanie Léonard, en clinique privée également psychologue. Dominique Champagne, kinésiologue en clinique privée. Et Linda Lee Ross de l'hôpital Douglas, aussi en clinique privée également, travailleuse sociale. Donc, tout d'abord, on va entendre le témoignage de Byron et ensuite, vous allez décider qui commence. Avez-vous décidé? Je décide. On y va de même? C'est bon? Parfait. Hi, everyone. Sorry, I don't want to break some ears here. All right. I have prepared a talk in French, so don't worry. Although you might want to worry because my accent's not the best, so we'll see how that goes. But I did do it in French. So just a quick correction, I actually was treated at CHEO in Ottawa. I know Linda through some volunteer work, some advocacy through Douglas, but I actually was treated at CHEO in Ottawa. Yeah, let's get started. So, bon après-midi. C'est un plaisir d'être ici à Montréal et surtout à ce colloque. Aujourd'hui, j'aimerais partager mes expériences comme jeune homme qui a souffert et combattu une trouble alimentaire et qui est maintenant rétabli. C'est vraiment un honneur d'être ici et j'espère que je peux vous offrir quelques aperçus à propos de comment les garçons et jeunes hommes vivent et combattent les troubles alimentaires. Donc, on y va. J'ai 26 ans. Il y a 12 ans, j'avais 14 quand j'étais hospitalisé pour l'anorexie. Je commençais l'école secondaire. En novembre de cette année-là, ma mère a décidé de m'amener à l'hôpital où j'ai été diagnostiqué avec l'anorexie nervosa et traité en milieu hospitalier. Après un mois, j'ai eu mon congé de l'hôpital, mais j'ai reparti avec un autre diagnostic, celui de la dépression majeure. Cela a marqué le début de mon parcours de 3 ans avec les ISRS. Pendant les prochains 18 mois, je prenais de mieux, petit par petit, mais en même temps, c'était une période sombre caractérisée par de l'anxiété sociale débilitante, des hallucinations, de l'automutilation et des pensées de suicide. C'était le pire moment de mon trajet. Mais les choses se sont améliorées dans l'ensemble au fil du temps. Vers la fin de secondaire 4, je prenais mieux soin de moi-même physiquement et mentalement et j'ai pu me réinsérer à l'école. Pour la première fois, j'étais prêt à prendre la vie par les cornes et je ne regardais jamais de retour. Hopefully the French is okay. Donc cela, c'est une image approximative de mon trajet. Maintenant, j'aimerais parler spécifiquement de mes pensées et comportements pendant mon voyage au pays de l'anorexie nerveuse, lequel j'ai divisé en 3 parties. Pré-hospitalisation, hospitalisation et récupération. Pendant cette période pré-hospitalisation, mon cerveau associait la graisse avec la laideur et j'avais constamment des pensées en ce sens. Par exemple, je me souviens que je me disais que si je voulais avoir une blonde chic et sexy, il faudrait que je perde du poids. Et je pensais ceci tout le temps. Et donc, pour atteindre cet objectif, j'ai graduellement diminué ma consommation alimentaire et je faisais de l'exercice de plus en plus, exactly as the last speaker spoke about.
Je n'avais plus de fond pour ce qui est de l'exercice et aucun contrôle sur mes pensées obsessives jusqu'à ce que je me rende à l'hôpital en novembre 2003. En juillet, j'ai commencé mon régime et de faire de la course et chaque jour, je réduisais mon alimentation de plus en plus et passais plus en plus de temps chez le gym. En l'automne 2003, je courais des kilomètres chaque jour avec peut-être une demi de ce que mon corps avait besoin. Le résultat, à environ la même hauteur que maintenant, 6 pieds, j'avais perdu 70 livres et aussi beaucoup de mes cheveux. J'ai souffert aussi d'étourdissements et des problèmes de circulation. À l'hôpital, le plus grand défi était de laisser mes médecins faire leur travail. Je ne voulais pas prendre du poids parce que je me sentais déjà impuissant, gros, laid. Je voulais encore ma vie organisée et contrôlée. Chez CHEO, le centre hospitalier pour enfants de l'Est de l'Ontario, nous, les patients hospitalisés, nous avons besoin de manger dans les corridors et sous la supervision des infirmières. Les autres patients, comme moi, trouvaient des façons de cacher la bouffe. Par exemple, ils glissaient les paquets de confiture dans les chaussettes. Mais pour moi, dès le début, je savais qu'il fallait que je prenne du mieux et que le personnel de l'hôpital et mon médecin savaient tout et que la seule option était d'accepter mon destin, comme dit Darth Vader. Un des moments les plus effrayants de ce parcours a eu lieu le jour après mon admission à l'hôpital. Ma mère venait de quitter la chambre et je me souviens d'avoir sorti du lit et en face du miroir, en levant mon chandail, remarqué la graisse sur mon torse. De la graisse que je croyais que je pouvais voir, toucher. Mais à ce moment-là, j'étais mince comme un râteau. Cette déconnexion entre la réalité et mes pensées m'a troublé beaucoup. C'était comme un rappel que je ne pouvais pas avoir confiance dans mes interprétations de réalité. Et en fait, je suis encore de cette opinion des fois. Et donc, la troisième phase. C'était aussi une phase très difficile, peut-être la plus difficile, même plus que mes journées à l'hôpital, quand la vie était ordonnée, complètement organisée, etc. À l'extérieur de l'hôpital, le monde, les personnes, les choses, tout déclenchait en moi des symptômes de mon trouble. Donc, j'étais dans un état fragile pendant des mois. Mais enfin, je commençais à me rétablir. Je n'étais plus juste une anorexique. J'avais de plus en plus développé la capacité de gérer mes pensées et donc la maladie. J'ai continué le traitement en clinique externe au programme des troubles de l'alimentation et avec peu de rechutes. Et éventuellement, j'ai quitté CHEO complètement. Ce n'était pas la partie la plus difficile, mais la dernière tâche, celui de recabler mes pensées sur l'exercice, la bouffe et le corps. Pour le faire, cela m'a pris presque une décennie. Ça m'a pris tout ce temps parce que c'est difficile d'établir de nouvelles associations, surtout si ces associations sont devenues enracinées après des années de pratique. Ça m'a aussi pris beaucoup de temps avant que j'ai réalisé que mon intérêt pour les modes de vie saines, quelque chose qui, à la surface, semblait assez positif, pouvait aussi me servir afin de masquer d'autres insécurités et anxiétés. Il y a plusieurs facteurs que je pense à jouer un rôle dans mon rétablissement, et cela peut-être vous intéresser. Premièrement, je l'ai toujours été un peu un combattant. En général, j'aime les défis. Ça, c'est parce que je parle français maintenant, parce que ça. D'un côté, je sais que même si moi, je parle souvent toutes sortes de luttes, d'un autre côté, beaucoup de gens sont immergés dans des luttes vraiment dures, bien plus dures que les miennes. Alors, je me dis, je ne peux me permettre d'abandonner jamais. Ça m'a aidé dans mon cheminement de savoir que je suis quelqu'un qui n'a jamais tourné mon dos sur le monde à cause des luttes qu'ils vivaient, parce que j'ai toujours reconnu une certaine beauté répandue dans la vie. Et ceci aide beaucoup quand, des fois, je me sens un peu perdu. J'avais et j'ai encore de support et ressources incroyables à ma portée, vraiment incroyables. Une psychologue et un médecin formidable. Le personnel hospitalier chez CHEO était super. Le programme de troubles alimentaires m'a guidé. Ma famille, surtout ma mère, ont été toujours de mon côté.
mes enseignants et l'administration de mon école ont été compatissants. Aussi, je reconnais toujours mes privilèges, comme être né dans la classe moyenne, comme homme dans le lieu aisé et la bonne chance que j'ai eue dans la vie. J'ai aussi appris comment utiliser les outils d'autogestion. En fait, c'est vraiment mon psychologue qui mérite des félicitations. Avec son aide, je me suis servi de l'écriture pour m'aider à gérer aux défis auxquels je fais face. Je me suis servi de la photographie pour me détendre et j'ai appris quelques compétences nécessaires pour attirer et pouvoir sortir avec des femmes. Ceci était mon apprentissage préféré. Dans mon cas, je vais être toujours un anorexique avec les vautours qui volent au-dessus de moi en tout temps. Mais savoir comment gérer ces pensées, comment garder la réalité en check, comment rester debout pour moi-même face à ces prédateurs, voilà ce qui me permet de garder loin les pensées dangereuses. Jusqu'ici, j'ai laissé de côté la question d'être un homme et avoir un trouble de l'alimentation. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ici des considérations importantes sur la question de la masculinité et les troubles alimentaires. En premier, il y a cette idée que l'anorexie affecte seulement les femmes. C'est un mythe, tu le sais, je le sais, mais ça reste toujours répandu. Par exemple, en hiver 2014, il y avait une entrevue au Radio-Canada au sujet des troubles de l'alimentation. Et seulement vers la fin de l'entrevue, avait-il une mention que les hommes aussi souffrent d'anorexie et de la boulimie. Ceci n'est pas un cas isolé. En fait, le tabou diminue quelque peu, mais ça reste un tabou. Nous devons continuer de défendre les intérêts de tous les individus qui souffrent des troubles alimentaires. On devra continuer de souligner comment ils impactent la vie des femmes et des hommes. Une partie du problème, je pense, c'est qu'il n'y a pas encore assez d'une conscience critique de la façon dont les annonces et les médias présentent des images de quoi ça veut dire d'être une femme belle et jolie et aussi d'être un homme sexy. Pense par exemple aux murs de magasins on fait face en attendant de la caisse à l'épicerie. Cela ne veut pas dire que les hommes souffrent autant que les femmes ou sont sous le même niveau de pression dans cette hétéronormative société que le nôtre. C'est juste de dire que les femmes et les hommes souffrent de la pression sociale au niveau du corps et de l'image corporelle. Le mythe de l'anorexie comme la maladie de femme, ça a l'effet pas seulement d'empêcher de reconnaître des troubles alimentaires chez les hommes, mais il semble aussi que ça crée des obstacles face au rétablissement. Par exemple, si on reconnaissait le nombre d'hommes touchés par les troubles alimentaires, peut-être on arrêterait de sous-financer les services et groupes de support pour les troubles alimentaires. Maintenant, malgré tout ça, c'est difficile de qualifier le rôle de mon sexe comme homme dans tout ça. Je me suis certainement senti comme un voyageur seul dans ce univers. Quand les gens découvrent ce que j'ai vécu, peu d'entre eux commentent le fait que je suis un homme qui avait l'anorexie. Mais plus je réfléchis sur tout ceci, plus je deviens convaincu que mes expériences solitaires avec l'anorexie auraient peut-être cimenté mes tendances asociales, tendance à rester chez moi ou de passer du temps avec seulement un ou deux de mes amis. J'étais ami à l'hôpital avec une moi et moi seulement approche. Et peut-être ceci est devenu plus retranché à cause de mes expériences comme homme avec l'anorexie. Si j'avais su plus sur le sujet et si j'avais eu plus d'expérience avec d'autres adolescents ou des jeunes hommes comme moi, est-ce que c'est possible que mon développement aurait pris une différente direction et peut-être plus sociale? Et à propos de mes idées de quoi ça veut dire d'être un homme, ou un homme très sexy dans notre société. Pendant mes 2 dernières années de secondaire, j'avais ce que j'ai pensé était un beau corps, avec, oui, des abdos formidables. Et tout parce que j'ai fréquenté la salle d'entraînement chaque jour après l'école. Un engagement que j'avais fait seulement parce que j'étais vraiment convaincu, que je pouvais le faire sans déclencher ma maladie. Mais en fait, c'est seulement dans les quelques dernières années que j'ai finalement réussi à recabler mes associations entre le corps, l'exercice et la santé. Donc, finalement, je divise mon rétablissement en 3 phases, chacun avec ses propres considérations sexo-spécifiques.
La première phase de rétablissement consistait en le rétablissement nutritionnel, ce qui est devenu rendu difficile par la gentrification des troubles alimentaires et les conséquences pour le diagnostic des troubles alimentaires chez les hommes. La deuxième phase, celui qui impliquait des outils psychologiques pour stopper les schémas de pensée malsaine, est aussi menacé par la féminisation des troubles alimentaires. Et enfin, la troisième phase, où on doit redécouvrir des pensées saines à propos du corps, la bouffe et de l'exercice. Ceci prend beaucoup de temps et de travail supplémentaire. On doit développer des nouveaux outils et une conscience critique pour déconstruire nos notions irréalistes de nos corps et nos apparences. Ce travail sur soi n'est pas évident pour les femmes, mais aussi très laborieux pour les garçons à un autre niveau parce que, dans notre société, on ne reconnaît pas les conséquences dévastatrices du mythe en lien avec le corps des jeunes hommes. Merci encore de m'avoir écouté aujourd'hui et de m'avoir donné une chance de partager mon histoire avec vous. Et un grand merci à Linda Lee qui a m'aidé beaucoup avec la traduction de mon témoignage. Bien sûr, mes expériences sont mes propres expériences, mais s'ils peuvent être extrapolés pour aider les hommes jeunes et de tous les âges, c'est cela que j'aimerais voir. Aujourd'hui, j'ai seulement effleuré la surface de ce thème vraiment important, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les demander maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Byron. D'ailleurs, tu as un blog où tu discutes un peu de cette problématique-là, d'ailleurs. Ouais. Donc, si peut-être qu'on pourra le prendre en note ou l'écrire ici si jamais ça vous intéresse pour vous ou vos patients. Okay. C'est bon? Ouais. Alors maintenant, je laisse la parole aux divers professionnels autour de la table. On en a parlé beaucoup aujourd'hui, que c'est un travail multi-profession. On travaille en équipe multi pour aider ces patients-là. Donc, c'est ce qu'on a voulu représenter ici, avoir le point de vue de chacune des professions avec une telle maladie et semer la discussion après ça avec vous. Donc, je laisse peut-être la parole tout de suite à Dominique. C'est ça. Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? OK. Moi, c'est Dominique Champagne, je travaille à la clinique Mula à Montréal et aussi à mon compte en tant que kinésiologue. Ça peut être, je ne sais pas si vous connaissez, d'après moi, c'est tous des professionnels ici, vous connaissez c'est quoi le kinésiologue? OK, parfait. Pas besoin de l'expliquer parce que d'habitude, je l'explique tout le temps. Alors moi, mon rôle premier en tant que kinésiologue, ça se résume vraiment en une partie très simple, c'est qu'il parlait beaucoup de surentraînement, justement, over-exercise, que justement, il s'entraînait sans arrêt, puis il y a de moins en moins de plaisir là-dedans. Fait que moi, c'est ce que j'essaie de faire avec les clients qui ont des troubles alimentaires, surtout, c'est de retrouver le plaisir de bouger, puis d'être dans leur corps. C'est pas facile, mais c'est vraiment le point principal. C'est sûr qu'ils ont plein d'objectifs, c'est de retrouver, en premier, premièrement, ceux qui ont des troubles alimentaires sont très souvent dans leur mental, ils ont des règles strictes, quant à l'activité physique, 6 fois semaine, absolument, etc. C'est souvent, leur raison principale de venir me voir en tant que kinésiologue, c'est d'avoir un corps musclé, d'avoir des abdos, etc. Fait que moi, ce que je tente de faire, premièrement, avec eux, c'est de les éduquer subtilement là, pendant qu'on s'entraîne, parce que sinon, si je suis trop autoritaire, ils ne m'écoutent pas. Alors, ce que je fais, c'est pendant que je bouge avec eux, je les éduque, je leur lance des petits points, là, par exemple, sur la physiologie du corps, le surentraînement, les conséquences néfastes du surentraînement, qu'est-ce que ça peut causer, la récupération, comment trouver un moyen de s'entraîner de façon modérée. Fait que ça, j'essaie de lancer ça de temps en temps, là, quand on s'entraîne le plus possible. C'est ça. Alors, c'est surtout parce qu'ils voient les modèles sans arrêt dans les magazines des abdos, etc. Puis c'est vraiment comme Ryan l'expliquait hier, c'est une partie tellement minime des gens qui peuvent avoir des abdos comme ça. Fait que c'est encore une fois, c'est un travail d'explication que c'est très rare. Puis le dad bod, ben c'est correct aussi parce que la modération, on remarque qu'on se sent bien avec l'activité physique, on est à l'écoute de soi, on a une bonne récupération, on est en pleine énergie. Fait que c'est vraiment, c'est ça. Alors, pendant que je fais une activité physique avec eux, j'essaie de leur expliquer ça. Surtout, ce que je fais, qui est un petit peu plus spécial, là, je pense, c'est que quand que je les entraîne, je leur demande souvent de faire des scans corporels, c'est-à-dire de regarder leurs sensations. Ça peut être des picotements, chaleur, etc. C'est juste
de rentrer dans leur corps. Puis moi, je trouve que c'est un moyen comme subtil de rentrer tu sais, dans l'accueil des émotions, de remarquer de moins en moins avoir peur des sensations. Fait que peu importe, là, on fait de l'escalade ou la course, je leur demande qu'est-ce que tu ressens en ce moment dans le corps. C'est tout, là. Ça peut être de la chaleur, des picotements, puis déjà ça, ils remarquent à long terme que ça leur donne un certain pouvoir envers ces sensations physiques-là. Puis les émotions, mais ça revient pas mal au même. C'est des sensations physiques qui passent, qui arrivent, qui passent, qui arrivent. Fait que c'est comme l'activité physique, moi je vois ça comme une méditation en mouvement. Mais c'est sûr que moi je leur dis pas ça, là, aux gars, là. Ils vont pas... Fait que tu sais, je vais juste leur demander de temps en temps. Tu sais, ils font le sport. C'est ça. Ce qu'on a appris aussi, c'est qu'on peut pas dire vraiment quoi faire aux hommes, surtout, il y a des préjugés évidemment, mais en tant que femme, je peux pas vraiment dire, regarde, fais juste 3 fois semaine du sport, ils vont pas m'écouter parce qu'ils sont très obsédés dans leur mental, etc. Fait que ce que je leur dis, c'est que fais juste des petits défis. Comme tu disais, t'aimes ça avoir des défis, les hommes aiment ça en général. Fait que je leur demande, je fais juste des petits devoirs, là. Écoute, un soir après ton entraînement, est-ce que, par exemple, tu te sens plein d'énergie? Le lendemain, est-ce que tu es raqué? Tu sais, juste subtilement, puis ils se rendent compte que, ah ouais, peut-être que le lendemain, j'étais vraiment fatiguée, puis j'aurais arrêté de m'entraîner, tu sais, tout simplement. Fait que déjà, ça, je trouve ça important. Okay, comment j'aborde ça avec les hommes, justement, des troubles alimentaires? Surtout, l'histoire de l'activité physique. Souvent, on ne s'en rend pas compte, mais dans la jeunesse, il peut y avoir un gros passé sur l'histoire de, mettons, il peut être bullying, je pense, je sais quoi en français, intimidation. Ils peuvent vivre beaucoup d'intimidation, puis des fois, c'est inconscient, ils ne s'en rendent pas compte. Puis je leur demande, c'est quoi, est-ce que tu te rappelles, t'aimais-tu ça, l'activité physique quand tu étais jeune? Ou qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi l'activité physique qui te faisait vraiment plaisir? Tu sais, soit que tu faisais avec tes parents ou peu importe, qu'est-ce que tu adorais faire? Puis des fois, ça revient, ça leur permet de retrouver des mémoires qui sont soit positives, soit négatives, mais déjà à partir de là, je les incite à trouver une activité physique qui se rappelle des bons souvenirs. Parce que des fois, ils s'en vont au gym 6 fois semaine, mais ça leur tente juste pas. Fait que j'essaie juste d'incorporer une activité physique qu'ils adorent. Fait que moi, je trouve que c'est plaisant pour eux puis pour moi, parce que je le vois dans le visage qu'ils sont plus joyeux de faire une activité physique qui leur tente. Je les éduque évidemment sur les mythes de l'activité physique, comme s'entraîner trop, c'est toujours mieux, ou manger des protéines sans arrêt, ça va vraiment inciter à avoir des muscles. Là, comme hier, il parlait de protéines pendant la nuit. Là, c'est trop de protéines, c'est trop de protéines. Là. Fait que, je ne peux pas toucher à la nutrition, mais je leur explique en gros. Là. Je respecte votre expertise. Alors, oui, c'est vraiment, moi, mon approche, c'est d'incorporer les sensations corporelles, battement du cœur, etc. Fait que moi, c'est vraiment ça. Je trouve que de permettre une observation des sensations corporelles, ça permet de rentrer dans les émotions, comme je disais. Puis ils le remarquent eux-mêmes, là, eux autres, ils ont plus de confiance en leur potentiel. Ils se disent, ah ouais, je me suis écoutée, je me sens plus en forme. L'entraînement, c'est comme ça. Là. Il y a la récupération. Dès que tu te récupères, tu deviens un petit peu plus fort, mais il ne faut pas que tu ailles trop haut. Fait que, je vais essayer de leur expliquer. Repose-toi 2-3 jours, tu vas voir, tu vas être tellement en forme après, ils vont se sentir au top of the world. Là. Fait qu'il faut juste qu'ils comprennent que la récupération, modération, là, c'est tout. La belle modération a bien meilleur goût. Comment je perçois l'entourage, parents, famille, etc. Moi, je vois, c'est sûr que j'ai pas accès vraiment aux parents ou à la famille, mais j'essaie par le client, d'inciter, peut-être de parler, c'est quoi une activité physique saine, pour surtout celui qui est obsédé, puis de ne pas encourager son enfant, ou peu importe, les membres de la famille, de le critiquer s'il est sédentaire, ou ça peut être une totale démotivation aussi, ça peut être un excès. Fait que juste pas juger s'il est sédentaire ou pas, l'encourager, ah oui, bravo, tu fais 7 fois semaine du sport, tu sais. Fait que juste que son entourage comprenne de ne pas jouer, de ne pas juger son activité physique, de ne pas s'impliquer là-dedans, parce que ça peut juste être encore plus néfaste pour la culpabilité puis l'excès. Fait que c'est ça que je vois pour l'entourage, surtout moi j'essaie, les professeurs d'éducation physique ou les entraîneurs, j'essaie le plus possible de leur expliquer que, c'est sûr que c'est bien de s'entraîner, mais
tu sais, arrêtez de trop vouloir peser le client, de calculer la masse musculaire. Vous vous rendez pas compte que ça a un effet intense là, sur la santé d'un gars. Puis peu importe s'il y a du trouble alimentaire ou pas, là, ça devient obsessif. Là. Fait que j'essaie vraiment de les inciter à lâcher ça le plus possible. C'est pas facile, là, mais parce que les clients, c'est ça qu'ils veulent. Mais bon, j'espère que ça va changer bientôt. Puis aussi de les inciter plus sur le plaisir de bouger au lieu de la compétition, la performance. Ça, c'est l'entourage. Alors, oui, puis on a parlé aussi hier. C'est le fun parce que on parlait que les gars, d'une face à l'autre, assis, ils parlaient peut-être un petit peu moins. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que quand on bouge, les gars, ben, ils sont plus aptes à communiquer, à partager des affaires. Ils ont plus le goût. Tu sais, une game de baseball, ils sont assis un à côté de l'autre. Ils ont plus la chance, si évidemment l'environnement est propice, là, mais ils ont plus la chance de partager. Ils sont dans l'action, ils aiment ça, ils se sentent bien. Fait que moi, je trouve que l'activité physique, c'est un bon moyen pour parler de leur affaire intime, si on a la chance, évidemment. Pour intervenir un peu sur Byron? Oui, OK. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'avec les troubles alimentaires, c'est vraiment primordial d'accepter l'état que tu as en ce moment pour demander de l'aide. Fait que ça, c'est vraiment une étape primordiale. Je ne sais pas comment tu as fait pour accepter, mais c'est vraiment, ça doit être... tu en avais Roll Pompon, là, je ne sais pas trop. Râle Pompon. OK. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pour l'acceptation? Moi, je me demandais. Test? Oh, okay, parfait. Yeah, I think I had to get to a point where I accepted it. You had to? I think I got to it fairly early on. I think I was a lucky one compared to other people. When I was in hospital, there was another maybe 4 guys and 20 girls. And they had been there for 6 months, a year, and I was dying to get out of there in the first week. Yeah. And I kind of thought, I'm so lucky to have had that, whatever it was, that desire to get, not that they don't have the desire to get out, but that whatever it was, I was so lucky to have that, just the right connection of my thoughts or something, or just the luck I had, the privilege, I don't know what it was, but I was forced to accept it pretty early on, and I wish others in the same situation as me had that opportunity, and I don't quite know the mechanics of it. I don't know how that worked out. But I might add, peut-être que, can I speak French with you? Okay. Peut-être que j'ai remarqué que les gens qui souffrent tellement intensément, à un moment donné, ils lâchent. Tu sais, ils sont comme tellement écœurés, fait que là, ils sont comme, bah, ils sont rendus vulnérables, puis là, ils acceptent. Est-ce que c'est parce que tu sentais une souffrance, ou en tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué peut-être chez d'autres clients, c'est qu'il y en avait vraiment ras le pompon. Puis c'est pas une expression. That one I don't get. C'est même pas une expression française, mais whatever. Puis il y en a vraiment mort là. Had enough. Really had enough of suffering. So I can't believe I didn't mention this in my talk, but I was bullied. I'd never come from a very athletic, we say jock in English, but a very jockey background, lots of guys and sports. I never came from that background. I never came from a family of models and there was pressure. I never came from anything like that. It was from bullying. That was my main source. And so I'm always, this is a side note, I'm always amazed if someone's gone through not only a bullying background, but they have these other pressures. Oh my God. Like I just had the bullying and it's changed my life in bad ways, some good ways too actually, but mostly bad ways. But in terms of, the suffering, no, I just kind of always wanted to challenge myself. So I thought, screw it, I'm out of here. Like, and I can do it, and I want to do it. And that was just, I wish I could explain more the mechanics behind it, but Merci, thank you. Oui, un autre petit point que je voulais parler, c'est que souvent les gens qui ont des troubles alimentaires, ils sont beaucoup dans le mental, hein, ils souffrent énormément. Fait que moi, je trouve avec l'activité physique, c'est que c'est un moyen de revenir de plus en plus vers le corps, puis de lâcher justement l'illusion là, du mental. Fait que je voulais te remercier pour ton discours. Puis c'est tout pour moi. One more thing just on that. When I did recover from the actual eating disorder, that's when I started cutting myself, self-mutilation. And I sometimes wonder, I never quite know the connection, but I wonder how much it was a compensating thing. Because I couldn't control my body anymore the way I wanted to. I could control what I did to my body, right,
erase or whatever, you know. So anyways, just on that point. But yeah. C'est à moi. Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. J'ai tellement pris de notes sur mes notes que je vais essayer de lire mon affaire, là. Donc, je suis psychologue spécialisée dans le traitement des troubles de l'alimentation. J'étais dans le secteur public avant. J'étais à l'hôpital Douglas, mais ça fait un petit peu plus de 10 ans que je suis en pratique privée. Et j'ai fait des petites statistiques dans ma tête tantôt pour essayer de vous les dire. Comme, mettons, sur 20 patients que je vois dans ma semaine, j'en ai 5 en ce moment qui sont des hommes. Alors, ça vous donne une idée. On parlait de statistiques. Bon, c'est pas scientifique ce que je vous dis, mais ça représente quand même, depuis quand même plusieurs années, la répartition de mes patients. Alors, mon rôle à moi, c'est d'accompagner ces hommes-là dans ce processus que c'est de traiter le trouble alimentaire. Je vous dirais que les hommes arrivent dans mon bureau avec un gros bagage, c'est-à-dire que c'est pas évident pour les hommes. On sait que les hommes consultent moins que les femmes en psychologie. Et il y a un deuxième tabou qui est celui des troubles alimentaires. On en a beaucoup parlé, comment il y a le tabou du fait que c'est un type de trouble féminin. Donc, quand ils arrivent, là, c'est avancé. Je dirais que souvent aussi, ils ont essayé beaucoup de choses. Je suis comme leur dernier recours. Là, c'est comme, j'ai tout essayé, puis ils déballent ça chez moi. Alors, j'essaie d'être très respectueuse de cet état-là, qui est de grande fragilité, de vulnérabilité, je trouve. C'est une distinction que je fais beaucoup entre les hommes et les femmes. Donc, mon premier rôle, c'est de recevoir ces personnes-là. J'essaie toujours, avant de faire quoi que ce soit, de valider avec les hommes, surtout leur motif de consultation. C'est-à-dire que moi, je vais faire mon évaluation, mais ils arrivent avec quoi? Quelle perception l'homme a-t-il de sa problématique? Est-ce que c'est parce qu'il se trouve qu'il mange trop, qu'il n'est pas assez mince? Je suis toujours curieuse, moi, de savoir avec quel motif ils arrivent dans mon bureau. C'est sûr que moi, c'est une population adulte, donc j'ai moins à travailler l'engagement ou la motivation, c'est-à-dire qu'ils viennent dans mon bureau et puis souvent, ça fait partie de leur propre démarche. Ils sont quand même relativement prêts. Ils ne savent peut-être pas qu'est-ce qui les attend nécessairement, mais ils sont prêts. Après ça, c'est sûr que ma première étape, c'est d'évaluer la symptomatologie. On l'a dit beaucoup. On n'a pas d'instrument adéquat. Donc, mon entrevue clinique à moi est ce que j'ai de plus précieux, c'est-à-dire que ça va être de cette façon-là que je vais réussir à aller mesurer tous les symptômes, autant au niveau du trouble alimentaire que de la comorbidité. On sait qu'il y a beaucoup de dépression, beaucoup d'anxiété, d'abus de substances. Donc, mon évaluation, j'essaie de l'étoffer vraiment beaucoup parce que je n'ai pas vraiment de questionnaire que je peux leur donner pour me mesurer leurs symptômes. J'essaie toujours aussi de questionner sur les attentes face au traitement, étant donné que les hommes, déjà, ils ne se sentent pas très concernés par tout ce qu'on parle quand on parle de troubles alimentaires. J'essaie de voir, j'ai une partie des hommes qui viennent me voir qui sont plutôt en hyperphagie. Donc, est-ce qu'ils arrivent, des fois, ils vont me dire, ben là, c'est juste, je vais arrêter de trop manger, je veux juste perdre du poids. J'essaie vraiment de savoir qu'est-ce que c'est leur motif. Il y en a qui viennent un peu plus dans la résistance en voulant comprendre pourquoi ils ont un trouble, mais pas nécessairement vouloir le changer encore. Alors, on sait que le processus en psychologie, je ne sais pas combien d'années, on disait tantôt 8 ans, je pense qu'il a été dit, c'est sûr que c'est un long processus, donc je ne suis pas pressée là, d'enclencher les choses. J'essaie plutôt de travailler sur ma relation, mon alliance thérapeutique. Et j'ai à dealer avec de la résistance qui est tout à fait normale. Ça fait partie de la problématique. Je pense que les hommes, il y a aussi un malaise de dire je viens pour un trouble de femme. Souvent, ils me questionnent est-ce que vous voyez beaucoup d'hommes? Il y a comme beaucoup d'interrogations par rapport à ça. Des fois, je trouve aussi qu'il y a un désir de vouloir régler les choses assez rapidement. Plus chez les hommes, peut-être parce que c'est inconfortable, l'idée du psy, du trouble alimentaire et tout ça. Alors, j'essaie beaucoup de questionner pour recadrer ça dès le départ, pour essayer de mettre un contexte, une espèce de bonne balise pour qu'on puisse amorcer un travail. Suite à mon évaluation, je suis très, très ouverte. Je pense que, étant donné la résistance qui est un peu plus grande, je trouve ça important d'être vraiment un livre ouvert, de faire un petit retour sur tout ce que j'ai perçu, d'aller valider, de vraiment faire en sorte qu'on se sente comme dans une équipe ensemble, complice face à ce trouble alimentaire qui est hyper agressif souvent. Maintenant, ce que j'aborde plus concrètement, moi, en termes en psychologie, bien, la première étape, c'est vraiment la psychoéducation. Il y a tellement de choses à démystifier, tellement de choses à dire. Moi, je me dis toujours, tout ce que je sais sur leurs problématiques, ils doivent le savoir eux aussi. Alors, il y a beaucoup d'enseignements qui se fait. Je vais leur proposer des lectures. Maintenant, il y a beaucoup de choses sur le web qui sont super intéressantes qu'on peut aller voir aussi. Ça, c'est vraiment une partie à laquelle je tiens beaucoup. Puis je trouve que ça commence plus en douceur aussi.
éduquer sur la problématique des troubles alimentaires, c'est-à-dire que tout ce qu'on on en a parlé un peu, mais la théorie de la restriction, souvent, ils ont toutes sortes de symptômes qu'ils ne comprennent pas. Ça, il n'y a pas de grande distinction entre les hommes et les femmes. Je le fais aussi avec les femmes, mais ça fait partie quand même du traitement. L'idée aussi du poids naturel, souvent quand les gens arrivent, les hommes arrivent, ils veulent changer leur enveloppe corporelle. J'essaie de leur expliquer que ce qu'on veut, c'est plutôt traiter le trouble alimentaire. Puis si, comme bonus, il y a une perte de poids ou il y a un changement, bien, tant mieux. Là, je parle plus en termes d'hyperphagie. Et du danger de certains comportements. Je pense que ça, il y en a aussi qui ne sont pas au courant de ça parce qu'ils ne se sentent pas concernés, ils n'en entendent pas parler. Je suis toujours très contente quand je reçois les hommes dans mon bureau. Je réalise pour eux jusqu'à quel point c'est difficile de s'être rendu là. Donc, j'essaie vraiment de les encourager, de les féliciter d'être là aussi et de voir comment ils se sentent. Qu'ils se sentent, moi, je suis une femme. J'essaie de voir comment ils se sentent aussi face à une femme psychologue. On essaie de vraiment démêler tout ça. Et puis, moi, je vois toujours le traitement en psychologie. On a vraiment deux sillons là, qu'on travaille. Le premier, c'est l'aspect plus comportemental. On n'a pas le choix de travailler sur la réhabilitation nutritionnelle, sur le fait aussi d'établir une structure alimentaire qui a de l'allure, si ce n'est aussi que de diminuer progressivement l'exercice, faire un sevrage de l'exercice tranquillement. On n'a pas le choix de travailler ce premier aspect-là. Mais c'est toujours en parallèle avec un travail plus psychologique, plus émotionnel, qui est d'aller voir qu'est-ce que c'est la fonction du trouble alimentaire, quelle place ça a pour gérer ses émotions, pour gérer son anxiété, pour essayer de ne pas avoir à tolérer peut-être des situations qu'ils ont à tolérer, l'impact aussi de certains contextes. J'appelle les sous-cultures. J'ai quand même des hommes qui sont issus soit de milieux sportifs ou de milieux justement où il y a eu beaucoup d'emphase. Même si c'est plus jeune, c'est comme s'ils sont restés pris avec cette espèce d'héritage-là d'avoir été dans des sports de compétition, par exemple. Donc, on travaille aussi ça. Tout ce qui a trait aussi au perfectionnisme, à la faible estime de soi, aux relations interpersonnelles. Le côté psychologique est vraiment très global. On sait que les troubles alimentaires ont une cause multidimensionnelle, donc c'est toujours une interaction là, de facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Je dirais que le traitement est de la même façon, est appliqué de la même façon. C'est sûr que par rapport aux hommes, le côté social est différent, on en a beaucoup parlé. Alors, moi, c'est ça, là, je leur déblatère tout ça, là, les figurines de Superman, comment ils étaient au début, comment ils sont maintenant. Je prends souvent l'exemple de James Bond aussi, là, de Sean Connery dans le bon temps, avec maintenant, là, comment il s'appelle, notre dernier James Bond, je ne sais pas, mais Daniel Craig, qui est super musclé. Ça aussi, je pense que ça permet vraiment de dénouer des choses puis de contextualiser, en fait, et de rendre le trouble alimentaire moins féminin. Parce qu'on entend beaucoup parler de la minceur extrême des femmes, mais on entend moins parler du côté malsain du stéréotype de beauté masculin. Alors ça, je pense que c'est une partie importante. Les distorsions, on en a entendu parler, le côté plus de distorsion par rapport à l'image corporelle, mais distorsion par rapport à son environnement, à soi-même. Ça, c'est sûr que c'est un travail à faire, toujours adapté. C'est sûr que je le vois vraiment moins comme distinction femme-homme que plutôt selon la personnalité, selon l'histoire de la personne que j'ai devant moi. Là, je dirais que les distinctions homme-femme, je les vois moins. Toujours en collaboration avec un suivi médical. Moi, je suis toute seule dans mon bureau, en cabinet privé. On sait que les troubles alimentaires, on l'a mentionné, ont le taux de mortalité le plus élevé de tous les troubles psychologiques, psychiatriques. Donc, moi, dans mon bureau, je ne peux pas gérer ça. Il me faut le soutien d'un médecin. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui va s'assurer des signes vitaux, s'assurer de suivre cet aspect-là. Donc, ça, je l'exige vraiment une fois par mois. Les cas qui sont très sévères, il faut qu'il y ait un suivi. Je fais aussi beaucoup, j'essaie beaucoup de les envoyer vers ANEB Québec. C'est la façon d'aller travailler l'aspect social du biopsychosocial que moi, je ne peux pas leur fournir. Le bio, je me dis, le médecin va s'en occuper si on a besoin d'une médication, si on a besoin de monitorer les signes vitaux, tout ça. Il y a une certaine carence. Le côté psychologique, ça va, je me sens super bien. Le côté social, je me dis, les groupes ANEB, que ce soit les groupes fermés, les groupes ouverts, je réfère beaucoup à ANEB parce que je trouve que ça vient vraiment compléter. Puis, en ce moment, sur les 5 hommes que j'ai, 3 ont fait ou sont en train de faire les groupes là-bas. Puis, s'ils sentent vraiment à leur place, sachant que je venais ici, j'ai un petit peu investigué. Alors ça, je trouvais ça intéressant qu'ils ne se sentaient pas dans un environnement féminin et donc qu'ils avaient leur place dans ces groupes-là. Finalement, au niveau de l'entourage, moi, l'entourage, je l'utilise
grandement. C'est sûr qu'avec la population adulte, on ne fait pas de thérapie familiale comparativement à quand c'est une population enfant-adolescent. J'essaie toujours de positionner l'entourage comme étant un soutien et non un thérapeute. Les limites sont dures à déterminer, ça c'est certain. Les proches vivent des émotions, là, de l'incompréhension à l'impuissance, à la colère, à l'inquiétude, à ne pas savoir quoi faire. Je veux dire, quand on habite ou quand quelqu'un de nous qui est proche de nous a un trouble alimentaire, là, c'est 4, 5, 6 fois par jour avoir à gérer des situations qui sont conflictuelles, anxiogènes, hyper émotives aussi. Alors, j'envoie les proches à ANEB aussi. Merci ANEB, c'est un témoignage d'amour. Parce qu'ils offrent des groupes, et parce que c'est les seuls qui le font à peu près, des groupes d'entraide et d'information aussi pour les proches. Les proches ont besoin qu'on leur explique. Puis moi, j'ai besoin aussi qu'ils soient empathiques, mais qu'ils soient capables de mettre des limites aussi. Avec une population adulte, on ne fait pas la police de l'alimentation, on ne met pas des cadenas sur les armoires, on ne peut pas dire « fais-le pour moi, arrête, tu fais exprès ». On peut pas, tout ça, mais ça s'enseigne, il faut que ça soit dit. Alors, et souvent, je vais faire aussi des rencontres, pas de thérapie familiale, mais des rencontres juste pour essayer d'être plus complice dans tout ça. Donc, on invite soit le conjoint, la conjointe, ou même les parents, les gens qui sont proches. Puis, on se fait une rencontre plutôt informative, mais pour partager l'information, pour voir comment chaque personne, quel est son rôle et qu'est-ce qu'elle peut faire pour aider la personne qui souffre du trouble alimentaire le mieux possible. Puis on fait tout ça ouvert, là, c'est clair pour tout le monde. Il n'y a pas « ma psy m'a dit ça, puis je pense pas que ta psy elle serait d'accord avec ça », puis tout ça, là, ce qui peut avoir comme conflit. Et j'implique les proches le plus possible parce que le soutien vaut vraiment beaucoup. Il y en a qui n'en ont pas, malheureusement, mais quand il est adéquat, ça fait toute la différence. Alors voilà pour moi, pour mon rôle. Par rapport à mes réactions face à Byron, je dirais que le point, je pense, qui m'a plus touchée dans ton témoignage, c'est quand tu parlais des distorsions. À un moment donné, ce moment-là, moi, je trouve que la distorsion par rapport à l'image corporelle, le fait de se percevoir complètement différent de ce qu'on est réellement, c'est le symptôme que je trouve le plus difficile à traiter parce que c'est comme vouloir prendre quelqu'un puis le brasser puis dire « mais est-ce que tu vois ce que moi je vois? » Puis la personne, elle le voit réellement pas. Alors, c'est pas de la mauvaise intention, c'est vraiment difficile, ce symptôme-là. Donc, le moment, quand il arrive, ce déclic-là, où la personne, elle prend conscience du fait qu'elle ne peut pas se faire confiance, qu'elle ne peut pas faire confiance à son jugement, je trouve que c'est ça qui m'a comme... Je pense que ça, c'est un point vraiment tournant dans le rétablissement. Et c'est là où on peut vraiment dire, on est ensemble pour travailler ton trouble alimentaire, puis c'est pas que tu es quelqu'un de pas brillant, mais tu peux pas te faire confiance par rapport à ça. Puis ça, moi, c'est vraiment un symptôme que je trouve assez coriace. Et voilà, j'ai beaucoup été touchée par ton témoignage. J'ai trouvé qu'il faisait bien le tour de toute la situation, puis qu'il représentait vraiment le parcours de ce que moi, je peux voir dans mon bureau, là, les hommes qui sont un peu dans la même situation puis qui n'en ont pas sorti encore. Là. Voilà. Bonjour, moi je suis Raphaël, je suis nutritionniste, je suis en pratique privée, donc à mon compte. Et moi, en fait, je suis tombée dans les troubles alimentaires complètement par hasard. Je me dirigeais pas du tout vers ça et j'ai eu à traiter des troubles alimentaires avec d'autres types de clientèle que j'avais. Je les ai classés en 3 catégories particulièrement. Donc, j'avais une clientèle qui provenait de milieux neurologiques et également des hommes qui faisaient des sports de combat que je suivais du côté nutritionnel, donc par exemple boxeurs et arts martiaux mixtes, qui ont développé des troubles du comportement alimentaire à la suite d'un traumatisme crânien modéré ou sévère, particulièrement de l'hyperphagie boulimique ou de la boulimie et également... J'appellerais même pas ça de l'orthorexie. Certaines personnes, c'est pratiquement une sélectivité alimentaire qui s'apparente un peu à ce qu'on voit chez certaines personnes qui sont autistes, par exemple. Donc, je recevais ces personnes-là dans mon bureau et le trouble alimentaire, donc, était une conséquence d'un autre problème. J'ai travaillé également avec une population aux prises avec des dépendances. Et, monsieur pourrait nous le dire davantage ici, mais souvent, on peut switcher une dépendance pour une autre. Donc, après avoir vaincu un alcoolisme, par exemple, certains hommes tombaient dans une dépendance à la nourriture.
Donc, j'ai eu aussi cette population-là à traiter. Et également, ça donnait que mon bureau était dans le quartier gay. Donc, je recevais beaucoup d'homosexuels et j'ai découvert, en tout cas dans la communauté que j'avais, c'est pas scientifique non plus, là, mais bon, dans l'échantillon que j'avais plusieurs hommes de la communauté homosexuelle qui avaient développé un trouble de l'alimentation, surtout de la boulimie ou de l'hyperphagie boulimique et quelquefois aussi de la dysmorphie musculaire. Donc, finalement, j'ai fini par me spécialiser dans les troubles alimentaires, mais à la base, ce n'était pas vers ça que je m'enlignais. Donc, c'est certain que ma population n'est peut-être pas nécessairement typique non plus, surtout celles qui proviennent des traumatismes crâniens, parce que là, on n'a pas vraiment ça vient après, mais on n'a pas à la base la problématique au niveau de l'image corporelle. C'est quelque chose qui s'est passé vraiment physiquement au niveau du cerveau. Et dépendamment de la zone qui a été touchée, certaines personnes vont développer, par exemple, beaucoup d'impulsivité si la zone frontale a été touchée. Donc, chez ces personnes-là, c'est beaucoup des crises de boulimie, des crises ou d'hyperphagie, et c'est des personnes qui n'ont vraiment pas de fond. Le conjoint ou la conjointe peut me dire, si je lui mets 10 assiettes, il va manger les 10 sans se poser de questions. Et dans le fond, donc, c'est des gens qui vont prendre énormément de poids et le contrôle au niveau de l'alimentation devient assez problématique pour eux. Donc, moi, mon rôle comme nutritionniste spécialisée dans les troubles de l'alimentation, bien, je suis souvent la porte d'entrée pour ces gens-là parce que, bon, on a un problème alimentaire, on va voir un nutritionniste. Et c'est beaucoup moins menaçant qu'une psychologue d'aller voir une nutritionniste parce que la psychologue va aller fouiller à l'intérieur. Donc, la nutritionniste, elle, c'est pas sa job, on va travailler l'alimentation, ça va être beaucoup plus facile. Fait que souvent, c'est ça, je suis la porte d'entrée pour ces gens-là. En pratique privée, moi, je joue, souvent, j'ai à jouer plusieurs rôles. Je suis beaucoup un rôle de support tant pour la personne que pour sa famille, parce que, par exemple, l'homme qui n'a pas du tout accès au système public, qui est soit sur une liste d'attente pour aller à Douglas, ou, par exemple, qui ne fit pas nécessairement dans les critères pour rentrer dans un système public. Donc, l'homme et souvent sa famille, ils n'ont pas personne à qui se référer. Et parfois, je deviens souvent le support pour ces personnes-là, surtout pour les hommes qui ne veulent pas du tout aller consulter en psychologie. Moi, je suis toute seule, je ne suis pas dans une clinique multi, et parfois, les hommes viennent me voir pour ça aussi, parce que je ne suis justement pas avec une psychologue et une travailleuse sociale dans mon bureau, donc ils n'auront pas à aller raconter leurs problèmes et leurs difficultés à la psychologue. Donc, moi, c'est certain que j'essaie d'ouvrir, mon rôle, c'est aussi d'ouvrir la porte aux hommes pour les envoyer tranquillement en thérapie, parce que moi, je ne suis pas psychologue, ce n'est pas mon rôle de faire la thérapie, mais ça, c'est certain que ça arrive souvent après plusieurs rencontres qui finissent par se rendre compte que oui, le problème est alimentaire, mais il n'est pas seulement alimentaire. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, en ouvrant la porte, j'essaie d'ouvrir la porte tranquillement au fil des rencontres, quand la relation thérapeutique est quand le lien de confiance est bien créé. Et parfois, justement, j'essaie d'aller me faire aider par une psychologue, par un médecin également, parce que, comme Stéphanie disait, pour les cas qui sont très sévères, on ne peut pas faire ça tout seul. Et moi, je ne veux pas avoir la responsabilité non plus médicale et psychiatrique d'une personne à moi toute seule parce que je ne suis pas formée pour le faire. Donc, c'est certain que j'essaie de référer aussi. Puis, il y a certaines personnes, évidemment, qu'on est obligé, malheureusement, d'envoyer à l'urgence aussi parce qu'ils n'ont pas de support, les gens n'ont pas de médecin de famille ou n'ont pas les moyens d'aller voir un psy en plus. Donc, à ce moment-là, moi, mon rôle aussi, c'est de les diriger vers les différents services pour les aider là-dedans. Mais c'est certain que mon but ultime, mon objectif avec ces gens-là, bien, c'est de rétablir une relation saine avec l'acte de manger, que ça redevienne plaisant de manger, parce que souvent, il y en a plusieurs, des hommes qui me disent si je pouvais prendre juste une pilule 3 fois par jour, me semble que ce serait tellement plus simple. Pourquoi il faut se faire à manger? Pourquoi on est obligé de faire ça? Me semble qu'il n'y a pas moyen de. Donc, ça, c'est de rétablir justement le plaisir de manger, ce qui n'est pas nécessairement une tâche mince. Comment j'aborde les hommes qui souffrent de troubles alimentaires? Bien,
C'est certain que quand ils arrivent pour me rencontrer, moi, j'essaie beaucoup de dédramatiser un peu. Donc, il y a le premier conférencier de ce matin, M. Deslauriers, qui parlait de, bon, le small talk, là, la conversation qu'on a avec les clients. C'est pas inutile. Ça permet vraiment de créer le lien, puis ça permet vraiment de désamorcer puis de déstresser la personne aussi qui arrive pour parler de son trouble alimentaire. Donc, puis j'utilise aussi beaucoup l'humour, l'actualité, on parle de toutes sortes d'affaires. Donc, même si on passe un 10-15 minutes là-dessus, ça reste que moi, je ne calcule pas ça comme du temps perdu, je calcule ça comme du temps thérapeutique aussi, parce que justement, ça aide à diminuer la pression un petit peu, puis ça les aide un petit peu plus à s'ouvrir également. Moi, je ne suis pas psychologue, mais j'essaie quand même de trouver c'est quoi la problématique de base qui a mené aux troubles alimentaires, mis à part ceux qui souffrent de traumatisme, qui ont souffert de traumatisme crânien. Est-ce que c'est de l'anxiété? Est-ce que c'est un traumatisme? Est-ce que c'est une relation familiale qui est conflictuelle? Donc, vraiment, sans rentrer là-dedans, j'ouvre la porte un petit peu puis je la referme très, très rapidement, mais de savoir d'où ça part, le trouble alimentaire, ça me permet aussi de mieux enligner mon plan de traitement nutritionnel avec eux. C'est certain que moi, ma clientèle est majoritairement boulimique, hyperphagique ou un peu de dysmorphie musculaire aussi. J'ai très peu d'hommes, au niveau des hommes, j'ai très peu d'hommes anorexiques dans ma clientèle. Pour tout ce qui est, tous ceux qui souffrent de dysmorphie musculaire, bon, comme Dominique parlait aussi, faut démystifier beaucoup de choses, particulièrement les informations nutritionnelles qui sont données dans les gyms, les suppléments que ces gens-là prennent, c'est énorme. Des fois, la quantité là, au niveau de cochonneries qu'ils peuvent prendre dans une journée qui leur a été prescrit dans les gyms, certaines diètes aussi, paléo, par exemple, mais, et surtout aussi parfois, effectivement, des entraîneurs qui ont eu bon, une fin de semaine de formation et puis qui sont très qualifiés pour former les gens dans leur conditionnement physique, qui donnent effectivement, je suis d'accord avec elle, plusieurs qui pèsent les gens, qui mesurent les plis à tout bout de champ et effectivement, ça entretient l'obsession par rapport au corps. Et des fois, ça l'a fait développer chez certaines personnes qui, à la base, n'avaient pas développé ce problème-là. Donc, c'est certain que je démystifie beaucoup au niveau des suppléments, des shakes et des diètes par rapport à cette clientèle-là. Au niveau tous ceux qui sont plus de type orthorexique, j'essaie de réhabiliter les aliments qui ont été démonisés. Parce que plusieurs vont faire des diètes d'exclusion justement pour avoir une santé optimale, dont juste du règne végétal et tout ça. Et ça amène parfois des pertes de poids assez extraordinaires. Donc, pour les gens qui souffrent d'orthorexie, j'essaie de réhabiliter les aliments. Et au niveau ma clientèle, par exemple, qui souffre d'hyperphagie ou de boulimie secondaire au traumatisme crânien, bien, j'essaie de proposer une alimentation qui est le plus rassasiante possible pour qu'au moins les binges ne soient pas déclenchés par une sensation de faim intense. Donc, en ayant une alimentation la plus rassasiante possible, en tout cas, on ne prévient pas toutes les crises de binge, mais au moins, on prévient un peu celles qui sont provoquées par une sensation de faim intense. Pour ce qui est de l'entourage, on dirait que ça, c'est 50-50. Pour 50 ne sont pas du tout impliqués. C'est sûr que moi, j'ai une clientèle adulte, donc les parents sont plus ou moins là, mais pour certains de mes clients, le conjoint ou la conjointe n'est pas du tout impliqué. Ils n'en parlent pas du tout à la maison. Des fois, même la personne n'est pas du tout au courant. C'est assez tabou. Donc, encore une fois, je deviens la seule personne à qui ils sont capables d'en parler. Mais chez d'autres personnes, et particulièrement chez mes traumatisés crâniens, là, l'entourage devient très, très, très important parce qu'il faut que je sache comment était la personne avant son traumatisme crânien. Et dépendamment de
de la conséquence, par exemple, si c'est l'impulsivité, donc ils vont développer des binges alimentaires, donc dans quelle autre sphère de leur vie ils ont de l'impulsivité pour essayer d'avoir un portrait un peu global. Si c'est la composante anxiété, à ce moment-là, j'essaie de voir dans quelle autre sphère de leur vie ils sont très anxieux. Donc, c'est certain que ça, j'ai besoin des proches pour me fider là-dessus un peu. Je fais des rencontres aussi pour ces gens-là, avec la famille, avec le conjoint ou la conjointe ou les proches, pour qu'on soit vraiment sur la même longueur d'onde de ce côté-là. Donc, si je reviens sur le témoignage de Byron, moi, ce qui m'a frappé, c'est quand tu disais que tu carbures au défi. Ça, au défi, les hommes, effectivement, moi, ceux dans ma clientèle, effectivement, carburent à ça. À la base, surtout ceux qui étaient très sportifs, surtout sportifs de haut niveau, évidemment, les défis, ça les connaît. Donc, après ça, c'est de tourner ce défi-là au départ, les challenges qui étaient au niveau sportif, pour les ramener. On fait des défis autrement. Donc là, on essaie, le défi, c'est maintenant de régler le trouble alimentaire. Donc, puis aussi, quand tu parlais de la troisième étape, celle qui est la plus longue, également, donc une fois que le trouble alimentaire est sous contrôle, d'apprendre à vivre avec. Donc ça, c'est certain que c'est une clientèle qu'on suit très, très, très longtemps pour le maintien des bonnes habitudes. Il y a des rechutes, effectivement, mais il faut les aider là-dedans. Il faut leur dire aussi, dédramatiser la rechute en disant qu'elle fait partie du traitement. Souvent, je compare ça à quelqu'un qui arrête de fumer. Quelqu'un qui arrête de fumer va recommencer à fumer 7 fois en moyenne avant d'arrêter pour de bon. Donc, c'est un défi tout aussi difficile que d'arrêter de fumer, même plus, en leur disant que, bon, oui, on a une rechute, c'est pas grave, ça fait partie du processus, c'est normal, puis on recommence, puis on repart en avant. Merci. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. En fait, il y a tellement de belles choses qui se sont dites que je me dis, que vais-je dire de plus? Alors, je me présente, Nathalie Saint-Amour. Je suis infirmière clinicienne. Je suis également dans ma formation, je suis psychothérapeute et habilitée à l'évaluation des troubles mentaux. En fait, ça fait 21 ans, donc, et je remercie parce que je sais jusqu'à quel point ça peut être difficile de parler. Alors, bravo, j'en parlerai après, mais ça me fait plaisir d'être ici. Donc, mon rôle en tant que professionnelle de la santé, en fait, depuis les dernières années, j'ai fait une bonne partie des entrevues d'accueil, des rencontres d'évaluation. À la clinique, on a eu des petits garçons, donc on parlait, Mme Meyer est partie, mais en fait, beaucoup de petits garçons qui souffrent d'hyperphagie boulimique. Donc, s'il y a des gens intéressés à des études, donc moi, je vois ça dans ma clientèle. Effectivement, quand on parlait de surpoids, de moquerie, d'intimidation, ça, c'est quelque chose qui est présent. En fait, il y a 2 questions qu'on m'a à peu près toujours demandé chez cette clientèle-là masculine que j'ai rencontrée au fil des années. Et comme je vous disais, autant de petits garçons que d'adolescents souffrant d'anorexie ou de boulimie. Et j'ai une clientèle également d'adultes, donc une partie importante au niveau des dernières années d'hyperphagie boulimique. Et les 2 questions sont à peu près toujours revenues au niveau de l'entrevue d'accueil. La première question, Nathalie, est-ce que je suis le premier gars que tu rencontres? Suivi après, pas mal toujours après, est-ce que tu penses que tu peux m'aider? Alors, j'ai toujours compris que c'était particulièrement difficile pour un homme. Je pense qu'ici, on est tous des gens qui sont sensibilisés pour la cause. Et vous savez jusqu'à quel point ça peut être difficile pour cette clientèle-là d'aller chercher de l'aide. Mais moi, je me suis aperçue que c'était particulièrement difficile pour les hommes parce qu'on a beaucoup associé cette problématique-là dans les dernières années. On en a parlé presque exclusivement au féminin. Alors, d'une part, c'était difficile pour eux d'accepter, de reconnaître qu'il y a une difficulté et difficile d'en parler en ayant crainte que la personne qui va les accueillir, le professionnel de la santé, ne comprendra pas tout à fait. Alors ça, je m'apercevais que c'était difficile à aller chercher de l'aide et difficile également à s'ouvrir à l'aide.
Alors, ce que je voyais dans ma pratique à moi, au niveau de la symptomatologie, c'est très similaire. Donc, les hommes qui souffrent d'hyperphagie boulimique sont dans leur description des épisodes de compulsion alimentaire, dans leur façon de vivre la détresse. C'est très similaire aux femmes. Les distinctions que je voyais, c'était plus au niveau de la présentation clinique, au niveau de petites différences. Chez les femmes, de façon générale, elles sont plus préoccupées par un chiffre précis. Alors, très souvent, elles vont me dire, moi, je ne veux pas peser plus de 100 livres ou il y a 125 livres que je veux atteindre. Alors, il y a un chiffre qui est très précis que dans la clientèle masculine que je n'ai pas rencontré. Alors, de façon générale, les hommes me parlaient davantage, je veux perdre cette partie-là, ou je veux changer ma masse musculaire, mais il y avait moins le chiffre précis sur la balance. Alors ça, je voyais qu'il y avait une certaine distinction. Je pense également qu'au niveau des hommes, ce que je m'apercevais, c'est qu'il faut particulièrement être à l'écoute. Et donc, moi, je me faisais comme devoir que dans les premières rencontres, et souvent dans la 3e à 5e rencontre, je me suis aperçue que c'est des rencontres qui sont décisives pour la poursuite ou non. Et la poursuite va être en fonction de si la personne sent qu'on est en mesure de bien comprendre la détresse et qu'on va être en mesure de l'accompagner. Alors, je trouvais que c'est important. C'est pas, il n'y a pas une performance, c'est pas à nous. En fait, où ce qu'on a à performer, c'est dans l'écoute. Alors, d'être sensible à toute la détresse, à toute la difficulté également. Moi, je travaille, je vais en parler tout à l'heure, mais beaucoup avec la famille. Alors, on va encourager le plus possible à ce que les gens puissent en parler. Et ça, c'est très difficile également de s'ouvrir autant aux proches, mais à l'entourage. Donc, lorsqu'on parle, dépendamment de l'âge, un adolescent qui va partager à ses copains qu'en fait, il consulte dans une clinique pour un trouble alimentaire, c'est très difficile. Et donc, ça, c'est important. En tout cas, moi, il y avait toute cette compréhension-là d'une difficulté qui était particulière chez les hommes. Comment je vais aborder cette clientèle-là? En fait, comme infirmière, il y a un volet très important au niveau de la santé physique. Alors, c'est sûr que, particulièrement chez les hommes qui souffrent d'hyperphagie boulimique, vous parliez de diabète de type 2. En fait, effectivement, il y a beaucoup d'obésité morbide, donc il y a beaucoup de comorbidités, que ce soit de la dépression, des troubles anxieux, des troubles de l'humeur, mais également des problématiques de santé chronique, diabète de type 2, hypercholestérolémie, problématiques au niveau des cardiopathies, au niveau de l'apnée du sommeil. Donc, ça, c'était en collaboration avec le médecin de famille. Avec nous, souvent, les gens vont nous être référés également par le psychiatre ou par les équipes en santé mentale. Donc, le premier volet au niveau de la santé physique est toujours excessivement important au départ et c'est quelque chose que, suite à l'évaluation, qui va être là, abordé. Toutes les interventions par la suite, donc au niveau de la psychothérapie, alors c'est sûr qu'il y a beaucoup d'éléments qu'en fait mes collègues ont parlé. Je m'aperçois qu'au niveau des hommes, de façon générale, les hommes vont aimer tout ce qui concerne des outils psychoéducatifs, l'approche cognitivo-comportementale de façon générale chez les hommes, comme c'est concret, donc comme on va aborder justement toutes les cognitions, toutes les pensées. Alors, c'est quelque chose que je m'apercevais que les gens collaborent bien. Toute l'éducation thérapeutique également et toute la relation avec la nourriture. Donc, on va voir que toute la rééducation au niveau nutritionnel, ce sont des aspects qui vont être abordés et qui sont dans les premières semaines très difficiles. Je pense que le témoignage parlait très bien des différentes étapes. Donc, au départ, toute l'approche au niveau nutritionnel, la rééducation, toute la démystification des fausses croyances, de retrouver toute cette relation-là, indépendamment de la problématique. Lorsqu'on a affaire davantage à des enfants d'âge prépubère, la famille, à ce moment-là, j'essaie souvent, de façon générale, la maman est toujours là, mais j'essaie aussi de pouvoir rencontrer le papa
lorsque c'est un enfant, parce que c'est important également. Parfois, les parents sont séparés, alors ça va être un aspect important. Comprendre également toute la signification de la détresse pour amener justement une participation, un engagement, une participation active. Donc, ça, c'est quelque chose que je note. Plus on fait équipe et plus on collabore ensemble, plus on fait équipe également avec la famille. Alors, moi, je m'aperçois qu'au niveau de ma pratique, lorsque c'est un homme qui souffre d'un trouble alimentaire, c'est un peu la même chose lorsque c'est une femme, en fait, tout le système familial, toute la famille, mais là, je ne veux pas non plus prendre... mais c'est un aspect, lorsqu'on regardait ce que vous travaillez avec la famille, oui, parce que, en fait, plus on va avoir une collaboration de tous les membres de la famille, quand je parle collaboration, au moins une compréhension, de démystifier également certaines fausses croyances ou certains mythes qui parfois peuvent encore exister. Donc, c'est un caprice. C'est simple, bon, il y a juste à remanger. Ou lorsqu'on parle d'hyperphagie boulimique, en fait, il y a juste à se contrôler. Ou, dans le fond, je lui propose différentes diètes. Alors, souvent, la conjointe également va être un membre important là, au niveau du suivi. Et on va faire en sorte là, de l'intégrer là, le plus possible. Comment je perçois l'entourage, un petit peu comme j'ai parlé, vraiment essentiel, important, autant dans la compréhension du vécu de la personne, mais également d'être sensible à la détresse qu'eux-mêmes, comme membres de la famille, parce que souvent, je réalise que autant la personne qui le vit va être souffrante, mais les différents membres de la famille également vont vivre à leur façon. Alors, souvent, on fait en sorte qu'il puisse avoir des rencontres où les membres peuvent aussi exprimer comment eux vivent la situation de façon à ce qu'on puisse tous ensemble collaborer, faire équipe. C'est souvent gagnant. Souvent, je vais utiliser une façon de voir la maladie, donc les symptômes comme faisant partie de la maladie, et la personne qui souhaite se rétablir, qui souhaite guérir et qui va aller, un petit peu comme on parlait, avec une évolution qui n'est pas en ligne droite. Rassurer également la famille, ce n'est pas une problématique qu'on guérit en 15 jours, donc c'est tout un processus. Il y a tout également au niveau de la signification de la guérison, donc on parle de rétablissement ou de guérison, tout ce processus-là pour les différents membres de la famille. Alors, c'est quelque chose qui est important qu'on puisse aborder. Et tout je parlerai de monitorage, mais un peu le soutien également sur quoi faire concrètement, comment appuyer lorsque c'est difficile, quoi dire lorsque sont jeunes, ou même si on a affaire à un adulte, se sent gros, a des difficultés. Alors ça, c'est des éléments qui sont abordés avec lesquels je travaille. Au niveau de l'implication dans le processus, en fait, la famille, ça va dépendre de l'âge. Donc, plus la personne va être, que ce soit au niveau prépubère ou à l'adolescence, alors la famille va être impliquée de façon très importante. Et plus on avance en âge, souvent, ça va être les conjointes qui vont communiquer avec nous. Donc, on fait en sorte que, si c'est possible, la conjointe, mais ça peut être aussi le conjoint qui puisse justement collaborer. Et là, dépendamment des attentes, des besoins et de l'évolution, c'est un peu du cas par cas. Plus la famille collabore, plus c'est aidant. Peut-être un bref retour. En fait, ça décrivait très bien. Félicitations. Je pense que l'aspect, moi aussi, je revenais au niveau du rétablissement des pensées. Alors, je pense qu'effectivement, de réaliser que c'est une phase souvent qui est beaucoup plus longue, de prendre conscience des différentes croyances, des distorsions cognitives qui ne sont pas nécessairement faciles à changer. On vit dans un environnement aussi où on valorise beaucoup la performance, où on valorise les excès. Alors, lorsque les gens ont dans leur trait de personnalité certains traits qui vont
que ce soit au niveau du perfectionnisme ou au niveau des idéaux qui sont élevés. Alors ça, c'est des aspects que je voyais qui étaient mentionnés, qui effectivement est très difficile. D'aider également les gens à réaliser qu'il y a tout un déplacement souvent d'émotions négatives qui va être au niveau du poids de l'apparence physique. Alors le sentiment d'être gros, souvent va être en lien avec un déplacement d'émotions négatives qui vont provenir en fait d'événements ou de situations complètement autres que l'image corporelle ou que l'apparence physique. Alors ça va être important qu'il y ait cette compréhension-là, que lors des situations plus anxiogènes, lors des rentrées scolaires, lors d'un mariage, des enfants ou des situations, des changements de vie, souvent ça va être des facteurs plus à risque. Alors lorsque les gens en sont conscients, les déplacements des émotions sur la physique et souvent par réaction un besoin de recontrôler certains aspects de la vie. Alors les aspects-là sont compris ou sont travaillés. C'est aidant pour la personne. Tiens là, être là dans le temps. Alors merci beaucoup.